Ce soir, à scène de crime, l'ex-petit ami d'un motard assassiné en pleine rue en sortant de chez sa mère. Et la plus spectaculaire fusillade jamais filmée en direct. Bonsoir et bienvenue à Scène de crime. Une jeune femme qui craignait pour sa vie au point de porter un gilet pare-balles a été assassinée cette semaine à Québec. La victime avait des relations avec le monde des motards. Après avoir passé une partie de la soirée chez sa mère, Caroline Veilleux a quitté la résidence familiale sur la 1er avenue à Québec avec 2 de ses copines pour prendre place à bord d'un véhicule 4x4. Et lorsqu'elle est arrivée à la hauteur de la voiture, elle s'est mise à crier. Un moment où elle est arrivée près de sa voiture, c'est là qu'elle a crié vers chez sa mère, lui demandant d'appeler le 911. Et là, sa mère, en faisant le 911, elle a entendu des détonations. Tout simplement deux sons, deux détonations, deux bruits. J'étais comme dans un demi-sommeil quand c'est arrivé. J'ai réalisé ce matin que c'était des coups de feu. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Caroline Veilleux n'a eu aucune chance. Elle est décédée sur le coup. L'une de ses copines a aussi été atteinte par des projectiles. Elle repose toujours dans un état critique à l'hôpital. La 3e personne qui était assise à l'arrière du véhicule s'en est tirée indemne. C'est un témoin important. Maintenant, on ne sait pas ce qu'elle a vu vraiment dans tout l'événement. Par contre, on espère qu'elle sera très bonne pour décrire les suspects. Cet attentat soulève bien des questions. S'agit-il d'un drame passionnel ou encore d'un règlement de compte? Chose certaine, c'est que Caroline Veilleux craignait de toute évidence pour sa vie. Au moment de l'attentat, elle portait un gilet pare-balles. Même si l'arme du crime a été retrouvée à un pâté de maison plus loin, l'enquête s'annonce ardue. La victime, Caroline Veilleux, n'était pas connue des policiers et n'avait aucun antécédent judiciaire. Donc les motifs qui auraient pu motiver ce geste demeurent obscurs. Dans le quartier, cependant, cet attentat inquiète. C'est sûr que c'est préoccupant. Il aurait pu y avoir d'autres victimes. Et puis, de toute façon, quand on a l'impression d'habiter dans un quartier relativement tranquille, on est toujours un peu surpris quand ça se produit. Un petit peu le même avec le bébé, parce que, tu sais, si ça rentrait chez nous, même, puis j'arrêtais dans le salon. L'enquête de la police de Québec repose maintenant presque exclusivement sur le témoignage de la 3e jeune fille qui se trouvait à l'intérieur du tracker et qui est sortie indemne de cet attentat. Attention, propriétaire de Dodge Caravan et de Plymouth Voyageur, votre véhicule pourrait être volé en moins de 3 secondes. Suffit d'avoir un bon tournevis. Il aura fallu 2 semaines de surveillance attentive aux enquêteurs du SPCUM pour démanteler un réseau de voleurs de véhicules qui opérait dans ce garage de la rue Champ-Doré dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Près de 30 véhicules y transitaient chaque semaine pour y être ensuite vendus à la pièce. Ils ont décidé, suite à leurs observations, de procéder à l'arrestation de 5 individus qui étaient en train de découper des véhicules reportés volés. Fait pour le moins inusité, tous les véhicules retrouvés sont sans exception de marque Chrysler et de modèle Dodge Caravan ou Plymouth Voyageur. J'ai jamais vu ça dans 13 ans que je suis aux autos volées, des spécialistes de un sorte de véhicule. Un Mac, un modèle, jamais. Ces modèles sont les plus vendus au Québec et par conséquent les plus volés. Des véhicules qui se vendent entre 25 et 40 000 $, qui sont pourtant parmi les plus faciles à voler. Véhicule verrouillé, vous avez le tournevis. C'est le tour, il joue. Combien de temps ça brille? 2-3 secondes. N'oubliez pas, je suis un gestionnaire. Imaginez-vous si je suis un voleur qui pratique souvent. 2000 Dodge Caravan et Plymouth Voyageur sont volés chaque année au Québec. Cette perquisition effectuée par le SPCUM pourrait permettre d'élucider le vol de la moitié d'entre eux. Les enquêteurs du SPCUM vont procéder à l'interrogatoire des 5 suspects arrêtés et tout porte à croire que d'autres individus pourraient être arrêtés relativement à cette affaire au cours des prochains jours. Rebondissement cette semaine dans l'affaire Wadsworth. L'ancien directeur d'école fait maintenant face à de nouvelles accusations d'agression et de grossière indécence. David Wadsworth n'a répondu à aucune question posée par les journalistes. Pourtant, 5 plaignants viennent de s'ajouter aux 3 autres, ce qui porte le nombre de personnes disant avoir été agressées sexuellement par lui à 8.
Les événements seraient survenus entre 1979 et 1986, alors que l'accusé était professeur de 3e année à cette école de Pincourt. Il aurait agressé ses victimes à l'intérieur de l'école ainsi que dans le boisé avoisinant. Mais l'avocat de la défense remet en question la crédibilité des plaignants. L'information que la victime va offrir, la preuve ou le détail des infractions seront très souvent et très généralement sommaires. Souvent, il n'y aura pas de détails dans l'information. Malheureusement, c'est également le genre de situation que l'on retrouve lorsque l'on fait face à une personne qui invente une histoire. Les policiers croient toutefois qu'il pourrait y avoir davantage de victimes, car l'accusé a enseigné dans 3 différentes écoles primaires, dont celle-ci, Pierrefonds, de 1986 à 1996. Le dossier n'est jamais fermé, alors on continue l'enquête. David Watworth a également été accusé de possession de matériel pornographique infantile en 1999. Il était à ce moment directeur adjoint à la polyvalente John Rainey à Pointe-Claire. L'accusé reviendra en cours le 6 juin prochain. Au retour, un policier en civil surprend un voleur en pleine action. Ensuite, en motocyclette a connu une fin tragique lundi à Marieville. Un homme de 30 ans est mort en tentant de fuir les policiers. L'accident a été violent. Le conducteur a été littéralement éjecté de sa moto après avoir raté une courbe alors qu'il fuyait la police. Et à l'arrivée des secours, il était mal en point. Il est en arrêt cardio-respiratoire, sérieusement blessé. On parle d'un traumatisme crânien très sévère. C'est ici, dans le stationnement du bar California à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, que la police a d'abord aperçu puis fait les vérifications d'usage sur la motocyclette du fuyard. Ils ont un retour, eux, comme quoi le propriétaire de cette moto a différentes sanctions en regard au code de la sécurité routière. Donc, les patrouilleurs reprennent leur travail habituel. C'était à 2h18, mais vers 3h30, tout juste après la sortie des bars, les patrouilleurs revoient la même moto. Ils tentent alors d'interpeller le conducteur, mais en vain. La police locale bloque d'abord l'intersection du chemin Rouville et du rang nord, mais le motocycliste contourne le barrage en empruntant le trottoir. La police bloque cette fois-ci la route 227 et demande à la Sûreté du Québec une deuxième voiture pour effectuer la manœuvre. Encore une fois, le motocycliste, une fois arrivé près du véhicule, l'a contourné. Il a continué sur la route 227 en direction sud. Il manque finalement cette courbe près de la route 112 et percute la clôture et est aussitôt éjecté de son engin. Et par souci de transparence, comme un véhicule de la Sûreté du Québec est impliqué, c'est la police de la CUM qui s'occupe de l'enquête. Le camping Joie de vivre de Saint-Luc a encore une fois été la proie des flammes le week-end dernier. Les gens là-bas commencent à s'inquiéter. Ma première impression, c'est que c'est un feu probablement d'origine douteuse. Ce n'est pas le premier incendie douteux à survenir sur ce camping de Saint-Luc. Pas plus tard que le mois dernier, une autre roulotte a été la proie des flammes, ce qui commence à déranger beaucoup les propriétaires. Vraiment, ça n'a plus de bon sens. Là, on n'est pas le seul camping à qui ça arrive dans la région. Puis là, on commence à avoir sérieusement peur. Là. Il va falloir que les autorités fassent quelque chose pour nous. Le gérant du camping Joie de vivre s'est adressé aux policiers municipaux et provinciaux pour que les lieux soient un peu plus sécuritaires pendant la saison morte. Mais les autorités ne veulent pas patrouiller sur des lieux privés. Il me semble qu'on paye des taxes comme tous les citoyens qui ont des commerces, qu'on devrait être protégés. Puis... Les enquêteurs tentent toujours de déterminer quelle est la cause exacte de cet incendie qui a complètement rasé la roulotte. Mais ce qui est préoccupant, c'est que cette situation se présente aussi sur d'autres campings que celui de Saint-Luc. À quelques kilomètres de là, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et à l'Acadie, 4 roulottes ont été incendiées et une dizaine vandalisées, encore là par une main criminelle. De quoi donner la frousse aux campeurs qui pourraient un jour périr dans un brasier d'une telle intensité. C'était des pertes totales. Parce que, bien entendu, les incendies ont eu lieu la nuit, dans des endroits assez isolés. Les pompiers enquêtent toujours sur ces incendies, mais ils n'excluent pas la possibilité qu'ils soient reliés. Et on a déjà des suspects. Il se pourrait qu'un groupe de jeunes ait pu mettre le feu aux roulottes. Il n'y a pas pire cauchemar pour un policier. Un policier est blessé.
De plus en plus de criminels possèdent des armes à feu et sont prêts à s'en servir. Le métier de policier est donc devenu extrêmement dangereux. Vous allez voir des fusillades filmées lors d'attaques de banque, des prises d'otages ou des poursuites en voiture. Ceci n'est pas un film. Toutes ces images sont bel et bien réelles. Un voleur et un policier en civil s'affrontent à l'intérieur d'une banque. Une rencontre imprévue où l'effet surprise aura son effet. J'ai d'abord cru que c'était fini, qu'il allait me tirer dessus et que j'allais mourir. Dans une banque de la Wells Fargo en Californie, un agent de police en congé se retrouve face à face avec un pilleur de banque armé et dangereux. La scène est filmée par une caméra de surveillance. Le suspect est entré dans la banque, juste derrière moi. Il est passé à côté de moi et s'est avancé vers les guichets en criant qu'il s'agissait d'une attaque à main armée. Il a menacé de tuer les employés s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. À cet instant, je me suis dit que je devais me comporter en témoin et qu'il ne fallait pas tenter quoi que ce soit qui puisse mettre la vie de quelqu'un en danger. Il a pointé son arme vers les employés derrière les guichets et je me suis dit qu'il allait tirer sur l'un d'eux. J'ai alors senti que je devais tirer. La balle de l'agent Wing touche le malfaiteur en pleine poitrine, mais ne l'arrête pas. Le policier doit maintenant lutter pour sa vie. La balle l'a touché dans la poitrine et l'a fait reculer d'un demi-pas. Ses bras ont été projetés en l'air et il a tiré un coup de feu. Il a commencé à braquer son arme sur moi. J'ai voulu tirer une deuxième fois, mais mon pistolet s'était enrayé. Il a alors ouvert le feu. J'avais très peur. Je craignais qu'il ne me tue. Alors que les balles sifflent à quelques centimètres de lui, l'agent Wing se relève et réussit à attraper l'arme du malfaiteur. J'ai saisi le canon du pistolet et il a commencé à me frapper à la tête avec son autre main. Alors que le policier essaie de lui arracher son arme, le suspect appuie sur la gâchette. Heureusement, l'agent Wing n'est pas touché. Après l'avoir désarmé, il poursuit son assaillant et réussit à l'appréhender dans la zone de stationnement. J'ai bien réfléchi. Je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait faire. Il m'a forcé à agir. J'ai vraiment cru qu'il allait abattre quelqu'un. Après la pause, un tireur d'élite passe le chaos à un suspect en neutralisant son arme. Le tireur d'élite joue un rôle très important au sein des unités spéciales. La prochaine séquence le prouve hors de tout doute. Knoxville, dans le Tennessee. À la suite de l'attaque d'une banque, les policiers suivent les suspects jusqu'à cette maison. La situation devient critique lorsque les malfaiteurs armés se barricadent à l'intérieur. La police se met alors en position. Un des suspects, une femme, se rend. Quelques instants plus tard, un autre suspect fait de même, mais le dernier malfaiteur échange des coups de feu avec la police. Un policier est touché au bras et au ventre et il est envoyé d'urgence à l'hôpital. La fusillade continue. La police commence à évacuer le quartier. Le forcené, lui, refuse toujours de se rendre. Les policiers le somment de sortir avec les mains en l'air, mais en vain. Il n'a pas obéi quand nous lui avons ordonné de sortir et de se rendre. Alors, à environ 12h15, les hommes du groupe d'intervention ont envoyé des grenades lacrymogènes dans la maison et il a riposté en tirant des coups de fusil à pompe. Après 4 heures d'affrontement, le forcené sort de la maison en menaçant de se suicider. Un tireur d'élite le met en joue et atteint l'arme du suspect. Le malfaiteur regarde son arme et se rend compte qu'elle est hors d'usage. Regardez à nouveau. La balle touche son pistolet en entraînant son bras. Il inspecte l'arme et se rend sagement. Newcastle, dans l'Indiana.
À la suite de l'appel radio d'un de ses collègues, l'agent de police Mark McDougall va se joindre à lui pour poursuivre un malfaiteur. Le conducteur vient de voler 5 000 $ dans une banque. Il est armé et dangereux. Un peu plus loin, la police a mis un barrage en place. Le suspect s'aperçoit vite que sa retraite est coupée. La circulation est arrêtée. Le suspect vire et saute de son véhicule. Il pointe ensuite son 45 automatique sur l'automobiliste la plus proche. La police ouvre le feu. J'ai tiré 3 fois. Je n'ai pas eu le temps de viser, mais j'ai su que je l'avais touché parce qu'il avait perdu l'équilibre et s'était écroulé derrière la voiture. La vie de cette femme et celle de ses enfants étaient en danger. Il ne nous a pas laissé le choix. Nous devions l'arrêter à tout prix. L'homme est mis en prison. Charlotte, en Caroline du Nord. Un homme s'est barricadé avec une arme dans cette maison. Il a déjà menacé de tuer son père. Jusqu'ici, les supplications de ses parents et de la police n'ont rien donné. Le forcené a tiré 3 coups de feu. Les négociateurs de la police essaient de lui faire entendre raison, mais il refuse de les écouter. L'homme hurle aux policiers de s'éloigner. 4 heures plus tard, les négociateurs réussissent à le faire sortir sur sa terrasse, mais il ne veut toujours pas lâcher son fusil. Il refuse de discuter tant que les policiers seront là. Les policiers exigent à nouveau qu'il lâche son arme. L'homme refuse d'obtempérer. Le forcené ne se rend pas compte qu'un groupe d'intervention s'est mis en position sur le côté de la maison. L'homme se dirige vers les policiers en pointant son fusil. Quand il les voit, il se prépare à tirer. Les policiers n'ont d'autre choix que de se défendre. En quelques secondes, l'incident est clos. Quand quelqu'un décide de menacer un policier avec une arme, nous ne demandons pas au policier d'attendre que cette personne fasse feu. Cette personne a signifié aux agents qu'elle menaçait leur vie. Ils n'ont tiré qu'au dernier moment, lorsque le suspect a braqué son arme sur eux et s'est apprêté à faire feu. À cet instant, c'était sa vie ou la leur. Au retour, des voleurs jouent le tout pour le tout et affrontent la police sur son propre terrain. Le 28 février 1997, à North Hollywood, en Californie, se déroule l'une des plus terribles fusillades jamais filmées. À la suite d'une attaque de banque effectuée par 2 malfaiteurs armés, plus de 1000 balles sont tirées. 9 agents de police sont touchés et 7 civils sont blessés. J'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas vivante. Mais grâce au courage de plusieurs dizaines de policiers de la Californie du Sud, personne n'a été tué, à part les pilleurs de banque. Après avoir enfermé plus de 30 otages dans le coffre de la banque, les 2 malfaiteurs essaient de prendre la fuite. Plusieurs policiers sont blessés. Un hélicoptère qui filme la scène devient également une cible. Au milieu de la confusion et de l'horreur, un dentiste soigne 2 blessés devant son cabinet. J'ai vu des policiers à terre et ils se sont mis à crier « Vous êtes docteur ?» J'ai répondu « Oui » et ils m'ont dit « Aidez-nous, nous sommes blessés ». Cette femme est tout à coup prise au milieu de la fusillade. J'étais paralysée par le bruit des coups de feu. Un projectile la touche aux pieds. La balle m'a fait perdre l'équilibre et je suis tombée par terre. Les suspects commencent à se déplacer. L'un d'eux est au volant d'un véhicule qui sert de bouclier à l'autre. Celui-ci continue calmement à tirer des rafales d'armes automatiques sur tout ce qui bouge. Il a avancé de 10 mètres, s'est retourné et a vidé son chargeur sur nous. La police riposte par une pluie de balles qui est arrêtée par le gilet du malfaiteur. On l'a touché je ne sais combien de fois, mais avec son gilet pare-balles, ça n'avait aucun effet. Regardez attentivement la balle qui rebondit sur lui. Les policiers reçoivent alors l'ordre de viser les jambes. Ils empruntent des armes plus puissantes dans une armurerie voisine et lancent une offensive contre le suspect qui s'est séparé de son complice. L'individu ne tire plus qu'avec un pistolet. Une rafale de balles lui arrache son arme des mains. Peu après, le malfaiteur s'écroule.
Mais l'autre pilleur de banque tente de prendre la fuite en voiture. Il se déplace dans un quartier résidentiel et essaie de changer de véhicule. Le suspect transfère tranquillement ses armes dans la camionnette. Mais le véhicule refuse de démarrer et la police entre en action. Le suspect tire plusieurs rafales en direction des policiers. Et les agents ripostent. La situation est extrêmement dangereuse. Les policiers s'abritent derrière leur voiture. Soudain, le suspect est touché. Il a tiré sa dernière balle. Le calme est enfin revenu. Les policiers s'approchent prudemment du voleur. Les habitants de North Hollywood se rappelleront longtemps de cette triste journée. J'entendais les voix des policiers. Je savais qu'ils étaient là pour nous protéger et que je n'étais pas toute seule. Ce qui m'a semblé très courageux, c'est que malgré leur extrême souffrance et le danger de la situation, ils s'inquiétaient toujours pour leurs coéquipiers et pour nous, les civils. Passage très remarqué d'un poids lourd dans un poste de péage. Les policiers de Miami se mettent à 10 pour arrêter un autobus. Et fin tragique de deux adolescents filant tout droit vers la mort. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Le Grand Journal suit dans quelques instants, en espérant vous avoir avec nous vendredi prochain, 21h, pour une autre émission de Scène de crime. Tout de suite, après les motets de Pierre Légaré et le Grand Journal, le sculpteur Armand Vaillancourt, un reporter d'un soir à la fin du monde, est à 7 heures.